La population mondiale devrait atteindre 8,5 milliards de personnes en 2030 et 9,7 milliards en 2050. C'est ce qui ressort du dernier rapport sur les prévisions de croissance de la population mondiale 2015, publié par le département des affaires économiques et sociales de l'ONU. L'étude conclut que l'Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde dans environ 7 ans et que le Nigeria dépassera les États-Unis pour devenir le 3e pays le plus peuplé du monde dans environ 35 ans. Les futures tendances démographiques seront influencées par des trajectoires dans les 3 principales composantes de l'évolution, la fécondité, la mortalité et les migrations, mais surtout par l'évolution de la fécondité. De son côté, avec le taux de croissance démographique le plus élevé, l'Afrique devrait représenter plus de la moitié de la croissance de la population mondiale au cours des 35 prochaines années. Le rapport révèle aussi que d'ici 2050, la moitié de la croissance démographique mondiale devrait être concentrée dans 9 pays, à savoir l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Tanzanie, les États-Unis, l'Indonésie et l'Ouganda. Pour de nombreux pays aujourd'hui, et probablement pour la plupart des pays sur le long terme, la préoccupation majeure au sujet de leur situation démographique se fera par rapport au vieillissement de la population et non par rapport à la croissance de la population. Un massacre est un symbole honteux des divisions de la communauté internationale et de son échec. Voilà comment le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a décrit le conflit qui frappe la Syrie depuis plus de 4 ans. Je suis profondément déçu que les résolutions de ce Conseil sur la Syrie n'ont pas été mises en œuvre, ni à mettre fin à la violence, ni en atteignant les souffrances humaines, ou encore moins dans la lutte contre le terrorisme et les combattants étrangers. Mercredi, Ban Ki-moon et son envoyé spécial Staffan de Mistura ont présenté une voie à suivre vers une solution politique basée sur des consultations plus larges avec toutes les parties concernées. Ce que je propose aujourd'hui est effectivement d'approfondir les questions du communiqué de Genève qui ne sont pas si controversées et d'analyser celles qui peuvent prêter à controverse. Adopté en 2012, le communiqué de Genève appelle à la création d'un organe de transition qui jusqu'à présent est resté un point de discorde entre les parties. À cet égard, l'envoyé spécial a souligné que le soutien du Conseil de sécurité est critique pour convaincre tous les acteurs syriens et régionaux de participer. Les élections du 21 juillet au Burundi, qui ont permis au président Pierre Nkurunziza d'obtenir un 3e mandat controversé, ont été relativement pacifiques et menées de manière adéquate. Pourtant, l'environnement global n'était pas favorable pour un processus électoral inclusif, libre et crédible. Telle est la principale conclusion de l'évaluation menée par la MENUB, la mission d'observation électorale des Nations Unies dans le pays, sur le déroulement du scrutin au Burundi, qui a finalement eu lieu après 2 reports. La mission d'observation des Nations Unies note également qu'il régnait un climat de méfiance profond entre les camps politiques opposés et que les partis ne parvenaient pas à un accord sur un calendrier électoral. Elle dit que les libertés d'expression, de réunion et d'association, conditions essentielles à l'exercice du droit de vote, restent sévèrement diminuées. La liberté des médias reste aussi très limitée. Enfin, à noter que la mission a ajouté que la décision du président sortant de briguer un nouveau mandat a précipité une crise politique et socio-économique profonde.